Voilà, bonjour Jean-David. Bonjour. Alors, on se rejoint aujourd'hui pour un échange, je dirais un peu particulier parce que ton histoire est quand même douloureuse. On aura l'occasion d'y revenir. Mais tu m'avais demandé en fait en off si on pouvait passer en fait une chanson d'un de tes poèmes. Donc, c'est bien volontiers que dans un premier temps, nous allons du coup diffuser cette chanson et puis après, je pense qu'on aura déjà l'occasion de comprendre de manière assez claire de quoi il est question et on pourra enchaîner, si ça te va. Bien sûr, ouais, ouais. Voilà, écoutons. Moi, le garçon de joie, guéris les hommes en peine. Ceux qui ne pensent qu'à ça, qui n'ont qu'amour vaine. En allant vers l'endroit où toute ton âme saigne. Mon coup même maladroit n'a qu'une odeur de benne. Moi, le garçon de joie, oh non, c'est bien ma veine. Je récolte pour ça billets et petites graines. Y a pas de choix pour moi au menu cuisine. Oui, je vous aime moi, oh non, je n'ai que haine. Moi, le garçon de joie, voudrais couper les veines de cette queue que je tiens là, si, et toi, elle zen. Moi, le garçon de joie, guéris les hommes en peine, à ta santé je bois. Va, trouve des amours saines, pendant que je me noie. Je profite de l'aubaine pour faire aussi une croix sur une vie riche et pleine. Moi, le garçon de joie, guérit la femme en peine. Moi, le garçon de joie, jouis les âmes en peine. Moi, le garçon de joie, jouis, tu n'as pas de veine. C'était que rend la joie, c'est inscrit dans ta gêne. Moi, le garçon de joie, guéris les âmes en peine. Ceux qui peuvent ou bien pas, l'amour n'est-il qu'obscène? L'amour n'est-il qu'obscène? Voilà, Jean-David, une chanson que je trouve extrêmement bien interprétée par rapport à l'un de tes poèmes où on le comprend bien, il est question de prostitution. Et en fait, de ta prostitution, même si effectivement ça vient dans un deuxième temps, si je puis dire, dans ton chemin de vie, c'est vrai évidemment que c'est un élément extrêmement important sur lequel nous reviendrons, mais je pense que les choses en amont, si je puis dire, ont commencé de manière extrêmement compliquée pour toi. Tu m'expliquais effectivement dans un de tes petits textes que tu avais été victime d'abus sexuels et en fait, aujourd'hui tu as 38 ans. Hein. Oui. Et alors, bah voilà, moi je suis à Bruxelles et toi tu vis à Genève en Suisse.
et nous avions eu l'envie effectivement de nous rencontrer après avoir un petit peu échangé sur Facebook. Donc, je te laisse la parole, Jean-David, pour nous expliquer un petit peu quel a été ton trajet de vie depuis peut-être ta naissance, parce que la naissance est souvent un élément extrêmement important et parfois extrêmement traumatisant aussi. Oui, alors justement, alors quelques mots justement avant de parler des viols que j'ai subis, parce que donc ma naissance. Donc je suis né au Brésil et j'ai été adopté. J'étais dans un orphelinat au Brésil à l'âge de 3 ans et quelques par des parents. Donc mes parents adoptifs sont d'un couple de Genevois. Donc c'est comme ça que je suis arrivé ici à Genève. Donc là j'avais 3 ans et quelques. Donc les premiers abus sexuels ça a démarré quand j'avais 5 ans, en gros, et ça s'est terminé à peu près quand j'avais 7 ans. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est un homme ou 2 hommes différents, mais je pense de plus en plus que c'est 2 hommes différents qui m'ont violé, parce qu'il y en avait il y en avait un qui était déguisé en Père Noël et l'autre en clown. Et surtout, ils avaient des personnalités totalement différentes, totalement à l'opposé. En résumé, celui qui était, je pense que c'est justement, je pense qu'ils étaient vraiment, c'était 2 hommes différents. Si c'était qu'un seul homme, alors c'était vraiment un comédien hors pair, parce que celui qui était déguisé en clown, il était, on va dire, gentil. Dans sa personnalité, c'était quelqu'un qui me faisait des compliments, qui était, on va dire, charmeur, qui était toujours de bonne humeur, etc., avant et après avoir commis les viols. Tandis que celui qui était déguisé en Père Noël, c'était tout l'inverse, on va dire, dans sa personnalité. C'était quelqu'un de brutal, c'était quelqu'un qui m'injuriait, qui me frappait, donc voilà, qui avait des mots violents, etc. Donc voilà, 2 personnalités totalement différentes. Donc C'est je ça, peux pas l'affirmer, mais je pense que c'était quand même 2 hommes différents. Voilà. c'est ça. Et si on veut revenir un petit peu en arrière, Jean-David, en fait, l'adoption s'est passée dans quelles circonstances? Parce que tu étais adopté très jeune, donc j'imagine qu'il y a dû y avoir un événement particulier qui a justifié, entre guillemets, cette adoption. Alors, la question, c'est pourquoi j'étais adopté C'est ou ça, pourquoi oui, j'étais placé en orphelinat, parce que c'est… oui, ben oui, oui. Enfin, disons que quand on est adopté, évidemment, c'est parce qu'il y a, il y a un souci avec les parents biologiques. Tu étais placé en orphelinat et puis effectivement adopté. Mais qu'est-ce qui a justifié ce placement en orphelinat? Alors voilà, alors j'ai très peu d'éléments, donc mes géniteurs, à l'heure actuelle, je ne sais même pas s'ils sont vivants, je ne connais pas leur nom, bref, mais j'ai eu quelques éléments que je vais vous donner. Les infos que j'ai eues, on va dire, pour commencer, donc mon géniteur, il m'a conçu avec sa maîtresse et il voulait pas que sa femme légitime soit au courant, voilà, qu'il avait eu un enfant, donc en l'occurrence moi, avec sa maîtresse. Du coup, il n'a rien dit. Donc je suis né sous X. Mhm. Et donc, ma génitrice, bon, j'ai pas beaucoup d'éléments sur elle, mais bon, à mon avis, elle avait des problèmes personnels parce que, en tout cas, à me gérer, parce que quand j'avais 3 mois, j'ai été hospitalisé parce que je suis tombé dans un coma hydraulique, donc au manque d'eau. Mhm. Et à cause de ça, les autorités brésiliennes lui ont retiré son droit de parentalité. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en termes de droit juridique. Du coup, placement donc automatique, donc je pense décidé par un tribunal en orphelinat. C'est dans ces circonstances-là. Et puis, il y avait, en fait, la justice a exigé, on va dire,
à mon géniteur d'aller me voir à l'orphelinat. Et en fait, il a dit oui sur la forme. Et puis au moment où il est arrivé à l'accueil et qu'on lui a dit, ben voilà, est-ce que vous voulez voir votre fils? Là, il a dit non et il est parti. C'est ça. Voilà, ça c'est un peu, ça c'est les éléments que j'ai. J'ai pas beaucoup plus d'éléments que ça. Mhm. Et puis après, sur pourquoi j'étais adopté. Alors mes parents adoptifs ne pouvaient pas avoir d'enfants de manière naturelle, donc comme on dit. Mhm. Alors eux, ils avaient déjà adopté, avant de m'adopter, ils avaient déjà adopté 2 autres enfants. Donc j'ai un frère aîné aussi adopté et une sœur qui est aussi aînée, donc moi je suis le plus jeune. Et voilà, donc, et puis ma sœur, elle vient d'un autre pays que moi et mon frère aussi. Mhm. Tu as des Euh, souvenirs? Tu as des souvenirs en fait de ton passage à l'orphelinat? Pratiquement pas. Non, non, ça c'est très très peu. J'en ai, mais vraiment très très peu. Pas des bons. Euh, Puis voilà, 3 ans, c'est extrêmement jeune, hein. Donc pour Mhm. les souvenirs, Mhm. il y a très peu de gens qui ont des souvenirs avant l'âge de 3 ans. Moi, Mhm. j'en ai, mais c'est très très peu. C'est par flash. Voilà. Et puis donc mes parents adoptifs, donc mon père adoptif, il est pasteur à la retraite. Ma mère adoptive qui est décédée, elle était pas pasteur, mais elle venait d'une famille aussi donc de protestants et dans sa famille il y avait des pasteurs aussi. Mhm. Et ça s'est pas très bien passé avec mes parents adoptifs. On va dire c'est difficile de résumer évidemment, Mhm. mais ce qui était important pour eux c'était l'apparence, les paroles, donc cette morale qu'on m'a inculquée, etc. Mais dans les actes, voilà, les actes ne suivaient pas ce que j'entendais à l'église, ce que j'entendais à la maison, etc. Mhm. Ça, c'est pour résumer. Donc, maintenant, par rapport. Alors, oui, autre chose que j'aimerais préciser qui est importante, moi, je n'ai jamais porté plainte contre mes violeurs. Mhm. Donc, évidemment, donc, il n'y a pas eu de procès, hein. C'est ça. Mais dans quelles circonstances en fait avaient lieu les viols pour que finalement on puisse comprendre aussi comment se fait-il que quelque part tu ne saches pas trop qui se cachait derrière ces deux personnes a priori, puisque tu parles effectivement de deux personnalités Ouais, différentes. ouais, alors, bon, il y a l'âge. Voilà, vu que j'étais très jeune, déjà c'est très flou, hein. J'ai pas tous les morceaux du puzzle. Le puzzle, il est presque complet, mais il manque quelques pièces. Donc, déjà, il y a l'âge, très jeune, qui fait que déjà c'est compliqué. Et bon, ça se passait, donc quand j'allais à l'école, moi j'allais seul à l'école. Et puis, j'étais abordé je devais traverser un grand parc. C'est dans ce parc-là, donc dans mes souvenirs et tout, Mhm. que je me souviens que ça se passait toujours à ce moment-là que j'étais abordé. Et je me souviens de. Alors, je peux pas nommer, dire le lieu où j'ai été violé, de dire ça s'est passé à telle adresse, mais par contre, j'ai le souvenir de la pièce, le souvenir du matelas, le souvenir des viols, etc. Mais voilà, donc, pour ça que je dis, il me manque quelques morceaux du puzzle, mais j'en ai quand même un certain nombre. Mhm. Euh, Après, voilà, Et par euh, rapport à ces deux personnes, en fait, Jean-David, ça se passait en fait dans le même lieu ou bien c'était complètement dans des circonstances différentes? non, dans mes souvenirs, c'est toujours la même pièce. Ah, d'accord. Ouais, c'est passé toujours dans le même lieu. Ce qui explique la Donc, confusion entre le fait de savoir si c'est deux personnes ou une personne, parce que justement, le lieu était identique, en fait. ouais, il y a ça aussi qui fait que c'est ouais, c'est vrai que ça rajoute
à la confusion. Euh, la chanson qu'on a diffusée, là, Ainsi va Oui, le vie, donc ça parle de la période à laquelle je me suis prostitué, donc c'est de l'âge de mes 17 ans à mes 20 ans. oui, Et Ainsi va le vie, en fait, on va dire que c'est le. Donc j'ai écrit ce texte peu de temps avant d'arrêter de me prostituer. Et ce texte a été un déclic en fait, pour ça m'a aidé à sortir de ça en fait, mhm, à quitter cette expérience de prostitution. Au départ, j'ai fait ça euh, pour me faire du mal et aussi pour me venger, bien sûr. Mais c'était dirigé contre moi. Et après, ça a commencé à se diriger contre mes clients. Et j'ai commencé surtout à devenir violent, physiquement et verbalement. J'ai même failli commettre un meurtre. Donc là, je me suis rendu compte à ce moment-là que je déconnais complètement, quoi. Et mhm. je voulais pas devenir comme eux, en fait. En fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de devenir ce que je déteste le plus, c'est les personnes qui m'ont détruite. En fait, je me suis dit, mais je vais devenir comme eux. Donc, en fait, je voyais que je prenais une direction qui était totalement suicidaire et complètement. Ça avait plus de sens. Mhm. Ça avait un sens au départ, mais après, ça partait beaucoup trop loin et c'était beaucoup trop violent. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de stopper. C'est ça. Et tu as réussi en fait à parler de tes abus sexuels et de ta période de prostitution à tes parents adoptifs ou pas du tout? Non, 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 pas du tout. Euh, D'ailleurs, avec ma famille adoptive, à part ma sœur, mais bon, elle, je la vois très rarement. Mais elle, je la vois encore de temps en temps. Mais mon frère, je ne le vois plus du tout. Et mon père adoptif, je ne le vois plus du tout. Et sans parler des oncles ou tantes comme ça, ou cousins qui restent, je ne les vois plus, eux non plus. J'ai totalement coupé voilà, j'ai coupé avec tout ça, quoi. Mhm. C'est, c'est important dans ma construction de, que j'ai pas de lien avec eux, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est vrai. Ce sont des personnes toxiques. Oui, oui, mais je pense que, en fait, pour résumer, le problème, il vient pas que d'eux, il vient aussi de moi. Je pense que, moi, j'ai résumé dans une lettre, j'ai dit, en fait, vous m'avez pas réellement adopté et moi, je vous ai pas adopté. Voilà, donc j'ai aussi une part de responsabilité. Et donc, dans ces conditions, ça n'a pas de sens de continuer à faire, à avoir des contacts familiaux, on va dire. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Et tu sais éventuellement nous dire, Jean-David, dans quelles circonstances finalement se sont arrêtés les abus sexuels? C'est toi à un moment donné qui as réussi à sortir cette emprise-là ou bien ça s'est arrêté de soi-même? Ouais, justement, alors malheureusement, j'ai pas de réponse. Hmm, J'aimerais bien avoir une réponse, mais j'en ai pas. hmm, Je sais pas comment. Mais c'est ça qui est. Autant, ouais, le commencement, il y a plus ou moins une explication, mais non, non, j'arrive pas à dire qu'est-ce qui a fait que ça s'est stoppé en fait. mhm. Et tu Est-ce que as les, chanté? est-ce que les violeurs se sont fait arrêter? J'en sais rien. Est-ce qu'ils se sont intéressés à quelqu'un d'autre? J'en sais rien du tout. J'ai pas de réponse. Et pour éventuellement essayer d'avoir quelques réponses, tu n'as jamais envisagé sérieusement de déposer. Non, 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 non. Euh, bah,
déjà, le fait que j'ai pas tous les morceaux du puzzle aussi, ça fait que je vois pas comment je pourrais porter plainte parce que j'ai pas assez d'éléments pour aller dans un commissariat ou puis après dans un tribunal s'il y a procès. Parce que aussi, le fait de porter plainte, ça mène pas forcément à un procès, malheureusement. Parce que des fois, il y a des plaintes qui sont classées sans suite. Malheureusement, surtout dans les domaines, on va dire dans le domaine du viol, des abus sexuels, tout ça, c'est très souvent classé sans suite. Puis quand il y a procès, il y a des peines avec sursis. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, on le sait tous, hein. Alors, il y a un réveil actuellement, mais bon, on va dire que c'est que le début. Oui. Mais disons évidemment que ça aurait au moins eu le mérite éventuellement de te donner des informations qui te manquent dans ton puzzle, précisément pour savoir un petit peu la genèse de tout ça et éventuellement mettre un visage sur les auteurs. Effectivement. Mais c'est pas dans ma démarche. Mhm. C'est ça. Moi, je suis plus dans une démarche intellectuelle plus qu'émotionnelle. Et je vais m'expliquer. Mhm. Euh, j'ai beaucoup lu de livres, de témoignages, donc, témoignages de gens qui ont subi des viols. J'ai beaucoup lu de livres sur aussi sur des procès, sur les viols, sur des procès sur des tueurs en série, sur des pédocriminels, etc. Et tout ça, pour moi, ça me permet en fait d'intellectualiser ça, du coup de pouvoir me détacher de ma propre histoire. Et Mhm. du coup, tout ce qui est dur, tout ce qui se raccroche vraiment à mon histoire, ça permet voilà, de mettre plus une distance et de plus être dans l'émotionnel, mais être dans l'intellectuel. Mhm. Euh, Après, ben, c'est comme par exemple, moi, je ne suis pas dans la volonté, par exemple, de retrouver quoi que ce soit sur mes géniteurs, par exemple. J'ai pas envie d'aller au Brésil. Déjà, par exemple, je parle pas la langue, hein. Évidemment que le brésilien, le portugais brésilien, j'ai totalement oublié, hein. Mais au-delà de ça, moi, évidemment que je me suis imaginé, mais bon, si je vais au Brésil, si je retrouve ma génitrice, mon géniteur, j'arrive devant eux, qu'est-ce que je leur dis? Je suis votre fils, et après moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après, on n'aura plus rien à se dire, quoi. Mhm. Je leur dirais, voilà, j'ai 40 ans, je vis en Suisse, à Genève, et puis quoi? Chacun a fait sa vie, et voilà, on peut Ouais. pas, on peut pas, le voyage dans le temps, ça n'existe pas dans la réalité, quoi. Mhm. Mais en fait, quand je t'entends parler, évidemment, il y a aussi une question qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que quand on subit des abus sexuels, il est extrêmement rare, évidemment, que l'entourage proche, ou les amis, ou l'entourage plus éloigné, n- n'ait pas été d'une façon ou d'une autre au courant ou ait eu la suspicion d'abus sexuels. Mais éventuellement, évidemment, c'est clair que si toi tu interroges l'entourage, tu peux évidemment en savoir éventuellement davantage, mais tu, tu as eu l'occasion de voir, de savoir si d'autres, effectivement, autour de toi, avaient eu connaissance des abus que tu as subis ou bien c'était le blackout complet? Alors, il y a avec ma sœur, ben, très tardivement, j'en ai un peu parlé, mais on va dire, sinon, dans ma famille adoptive, il y a personne d'autre, en fait, donc, à part ceux qui m'ont lu,
Alors, dans ma famille, je sais qu'il y en a qui ont lu mes textes, Mhm. mais après, ils sont jamais venus vers moi pour me dire, voilà, tu as écrit ça, et du coup, voilà, puis ils ont demandé qu'on parle des viols, qu'on parle de tout ça. Non, ils n'ont pas fait cette démarche. Mais ceux qui m'ont lu, ils peuvent facilement faire le lien avec ça, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire aussi, évidemment, quand on est un enfant qui subit des actes d'une telle violence, forcément, évidemment, l'enfant ne comprend pas ce qui arrive, mais du coup, évidemment, il se ferme complètement. Son caractère, sa personnalité est franchement impacté. Donc, ça doit quand même interroger évidemment l'entourage. On doit se poser des questions. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as l'air si malheureuse, si renfermée? Ou bien est-ce que tu as l'impression que tu étais un enfant qui arrivait à cacher entre guillemets les choses et que finalement personne ne voyait rien? Alors, moi, je pense que de toute façon, oui, les gens, ma famille ont bien vu que j'étais quelqu'un de perturbé, mais je pense que les gens se sont focalisés sur le fait que voilà, j'ai été adopté, donc voilà, le fait d'être adopté, ben, c'est sûr que déjà ça perturbe. Hmm. Et on peut pas soupçonner, c'est difficilement soupçonnable qu'il y ait autre chose qui se soit rajouté à ça. C'est pour ça que je leur en veux pas parce que, enfin, dans un sens, c'est moi qui en ai pas parlé, donc on peut pas deviner. Enfin ouais, bon, c'est complexe, hein. Hmm. Mais puis après, il y a aussi, on va dire que les protestants sont pas les gens les plus expansifs, on va dire. Donc déjà aussi, ça c'est quelque chose qui se rajoute Ouais, à tout ça. Ça veut dire qu'il y a de toute façon un voile de silence, déjà rien que dans le tempérament, dans la culture, dans la façon d'être c'est des ça. protestants, qui n'aident pas. Ça n'aide pas Ça à c'est libérer la sûr. parole. Hmm. Non. Et alors, Après, quand on oui, dit libérer la parole, moi, je suis pas. Ouais, peut-être ça va te paraître paradoxal, mais je suis pas persuadé que. Déjà, le mot libérer, je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Parce que est-ce que c'est vraiment une libération de parler? Moi, je suis pas convaincu. Justement, parce que je parle pour moi, évidemment. Pour moi, c'est plus facile, par exemple, de passer par l'écriture. Et l'écriture, c'est une autre parole. La parole écrite, c'est pas du tout la même que la parole orale. C'est vrai mhm, que quand on dit libérer la parole, c'est surtout là actuellement tout ce qui se passe, c'est surtout la parole orale, c'est surtout celle-là qui compte. Et il faut pas oublier que et même si on se dit oui, alors il faut en parler, mais après il faut pas oublier tous les effets secondaires, on va dire. C'est-à-dire que l'effet qui se coule, il n'est pas forcément toujours bon une fois que une chose est dite. hmm. C'est aussi une bombe pour ceux qui l'entendent et pour celui qui le dit aussi. C'est une bombe. Euh, donc, je sais pas, ouais, libérer la parole, je sais pas si c'est le bon terme. Je joue peut-être sur les mots, mais Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que quelque part, l'enjeu est peut-être différent, l'effet bénéfique peut être éventuellement décuplé, parce que d'un côté, évidemment, écrire, c'est se retrouver face à soi-même et essayer de mettre des mots sur son histoire, ce qui est déjà évidemment extrêmement quand même libérateur, accoucher, je dirais, de son histoire en mots. Mais le fait de prendre la parole aussi, c'est à un moment donné de dire, voilà, j'ai un visage et je n'ai pas peur effectivement de, entre guillemets, m'exposer au regard des autres en verbalisant ce qui m'est arrivé. Tu vois, c'est un travail extrêmement solitaire, l'écriture. Le fait de verbaliser les choses, à un moment donné, c'est dire, je, j'ai étouffé, ma parole a été interdite, je me suis laissé, entre guillemets, enfermer dans mon histoire, et là, j'arrive à exprimer en mots, au vu et au su de tous, quelle est mon histoire, et donc, quelque part, je m'en libère aussi de cette façon-là.
Oui, 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 mais je suis bien conscient que c'est également, ça fait partie certainement d'un cheminement thérapeutique pour beaucoup de personnes, hein. Bon, moi, c'est surtout moi, c'est par l'écriture, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'écriture, on va dire à 90%, qui m'a permis également de reconstituer les puzzles, d'avoir les souvenirs qui reviennent. Les flashs sont revenus. À partir du moment où j'ai su écrire, justement, c'est tout ce qu'il y avait en moi, j'imagine, et qui était dans le subconscient, ou je ne sais pas si c'est le bon terme. Mhm. Voilà, moi, c'est pas ressorti en parole orale, c'est ressorti en parole écrite. C'est ça. Et tu disais en fait Mais que tu avais commencé à écrire, donc c'était le premier poème qu'on a entendu tout à l'heure en chanson. Tu as commencé à écrire un petit peu avant d'arrêter la prostitution et l'écriture, du coup, après, elle ne t'a plus jamais quitté. Tu as toujours ouais, continué encore aujourd'hui? oui, oui, bien sûr. Alors, non, j'ai commencé bien avant de me prostituer, mais Ainsi va le vie, c'est le texte voilà, que j'ai réussi à écrire peu de temps avant de avant d'arrêter la prostitution, de me prostituer. Mais non, j'ai commencé bien avant. Mais j'ai commencé, bon, et j'ai même commencé, alors pas du tout en écrivant des choses personnelles. Moi, j'ai commencé en écrivant on va dire, des pseudo-romans policiers, on va dire, Ah qui oui. étaient plutôt sous forme de nouvelles. Mais bon, dans ces histoires, c'était toujours des meurtres, des viols, des choses comme ça. Puis, en fait, j'ai raccourci de plus en plus mon écriture et j'ai rapidement laissé tomber les nouvelles. Et puis, ça s'est rapidement transformé en poèmes. Maintenant, j'écris que des poèmes. J'écris plus de nouvelles. Mhm. Il y a beaucoup de choses que j'ai jetées, heureusement, parce que c'est aussi, il y a beaucoup de choses anecdotiques, moi, que je considère de mauvaise qualité. Mais non, après, je me suis surtout concentré sur la forme poétique. Oui, Je continue à écrire. oui. Et la chanson qu'on va entendre à la fin de notre entretien, c'est un des derniers textes que j'ai écrit. D'accord. Tu as vraiment en fait l'impression, Jean-David, que euh, la thérapie pour toi, essentiellement, ça a véritablement été l'écriture. Ou bien est-ce que tu as eu d'autres Ouais. manières d'essayer d'y voir un peu clair dans ton histoire? Alors, ça a été beaucoup l'écriture, ça a été beaucoup la lecture. Alors, c'est sûr que, bon, moi, je pense qu'il n'existe pas, ou alors, bon, il y a toujours des exceptions, mais de poète ou d'écrivain qui n'a pas lu avant. Moi, je pense que c'est forcément lié. J'ai énormément lu, je continue à beaucoup lire, et c'est aussi extrêmement thérapeutique pour moi, la lecture et de manière plus générale, c'est la curiosité. Parce qu'une lecture amène à une autre lecture. Mhm. On se dit, puis ouais, parce que dans un livre, il y a des fois, il y a des éléments ou même il y a des sources qui sont données, puis ça donne envie de plus creuser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis. C'est aussi euh, la radio, moi, c'est quelque chose qui m'a permis de beaucoup apprendre. Mhm. Voilà, j'écoutais beaucoup et je continue encore d'ailleurs à écouter la radio. C'est un plaisir solitaire et qui enrichit énormément Mhm. la, la connaissance. Puis après, ben, ça permet d'écrire peut-être des textes pas trop débiles, quoi. Mhm. Tu n'as jamais songé à faire par hasard un travail thérapeutique? Si, alors oui, oui, j'ai vu des psys, j'en ai vu, hein, mais j'ai rapidement stoppé.
J'ai jamais réussi à trouver un psy avec lequel j'avais une réelle connexion. Et j'ai même essayé comment on appelle ça déjà? Maintenant le terme il me revient plus. L'hypnose, mais ça a été une très mauvaise expérience. C'était avec c'était avec une psy avec laquelle je n'avais pas du tout en fait, Hmm. je ressentais pas un bon feeling. D'ailleurs, j'avais songé à stopper juste avant et puis elle m'a proposé ça. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait que j'ai dit ciao, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est souvent une question de personne, hein, donc Mm. oui. Mais en fait, pour revenir à ton écriture, c'est vrai que tu as écrit en fait deux recueils de poésie. Le premier qui s'intitule De ma mémoire à mon mémoire et le second recueil à titre presque posthume. Tu peux nous dire un mot de ces deux recueils Oui, de poésie? oui, bien sûr. De ma mémoire à mon mémoire. Donc, effectivement, c'est mon premier recueil de poésie qui est sorti en 2008. Il y a eu une seconde édition en 2009. Et j'avais été donc au centre Martin Luther King à Lausanne. À l'époque, je me baladais très souvent avec des textes dans mon sac à dos. Et puis, j'avais montré mes textes à quelqu'un qui était là-bas, qui travaillait là-bas. Et puis, je lui disais comme ça, moi, j'aimerais en faire quelque chose, j'aimerais sortir un livre avec mes textes. Et lui, il m'a dit, je connais quelqu'un à Sierre, donc en Valais, pour ceux qui connaissent un peu la Suisse, bref, qui a une maison d'édition, enfin, c'est un compte d'auteur, hein, c'est pas. Il m'a dit, je vais le contacter et puis on va voir s'il est d'accord au moins de voir tes textes. Et c'est ce qu'il a fait. Et il s'appelle Joseph Lamont, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais en tout cas, il s'appelle Joseph Lamont. Et donc, j'ai été là-bas à Sierre, j'ai rencontré Joseph Lamont, édition à la carte, et je lui ai montré mes textes. Et il a tout de suite accroché, mais il m'a dit, mais c'est bizarre, en fait, il n'y a pas de titre. Et moi, je m'étais pas, ouais, je m'en étais pas rendu compte, mais effectivement, je n'avais pas donné de titre. Il m'a dit, moi, je suis d'accord de te publier, mais il faudrait un titre. Et puis, il faudrait aussi une présentation. Je n'avais pas fait de mot de présentation. Hmm. Et donc, j'ai trouvé, dans son bureau, j'ai trouvé ce titre de ma mémoire à mon mémoire. J'ai réfléchi rapidement, j'ai dit comment je pourrais intituler. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur titre que ça pour démarrer une carrière de poète. Ouais. Et puis, à titre presque posthume, alors donc ça a été publié en 2013 aux éditions Jet d'encre. D'ailleurs, une petite anecdote, j'avais tout de suite accepté d'être publié chez eux également parce que, comment il s'appelle, l'auteur du Diable au corps. Maintenant, j'ai un trou de mémoire là. Il est né à Saint-Marc-des-Fossés. Celui qui a été découvert par Cocteau, qui est mort à l'âge de, je crois, de 20 ans, d'une fièvre typhoïde terrible. Maintenant, j'ai plus son nom en tête qui vient. Bref, c'est l'auteur du Diable au corps qui vient de Saint-Marc-des-Fossés. Donc, j'ai dit, édition Jet d'encre de Saint-Marc-des-Fossés. Et à titre presque posthume, c'est mon bébé testamentaire. Comme j'explique dans la 4e de couverture. Ouais. Donc, c'était tout un concept. Bon, Mais il a un gros défaut, moi je trouve, ce recueil, c'est qu'il est il a 512 pages. C'est beaucoup trop. Je pense que et je peux le comprendre. Mais au moment où je l'ai fait, je m'en étais pas du tout rendu compte. C'est beaucoup trop. Qui va lire un livre de 512 pages, quoi? Et surtout de la poésie. Donc ça, c'est une erreur que j'ai commise. Donc, j'en ai à peine vendu, je sais pas, peut-être 70 ou 80. Pas beaucoup plus. Mais oui, bon, c'est pas bref. évident, évidemment, de vendre des livres de cet ordre-là et de partir, évidemment,
je dirais vers un lectorat quand on n'est pas connu. Mais tes mots, en tout cas, sont, j'ai envie de dire, très beaux, très chantants. On sent que ce sont des mots quand même travaillés, très recherchés, qui essaient véritablement de dire les choses je dirais, dans ce qu'elles ont de plus douloureux et elles laissent évidemment pas mal d'évocations possibles, hein. Pour reprendre justement un petit peu une partie de ton texte et qu'on se fasse une petite idée, je pourrais lire ceci en fait, hypocrisie assumée, bienvenue dans le monde des syllabes, des couplets, articulation de mots désarticulés. J'ai comme un vertige, comme une nausée, des relents. Mais tout va très bien. Tant que je n'ai pas de blanc, l'écriture est une hypocrisie assumée, une expression détournée, tournée sur papier. Mon langage est de faire preuve de mes coups de rage. Je m'arrange, dure épreuve, accepter mon image. L'écriture est une roulette russe permanente, une sorte de tranquillité éprouvante. Roulette ruse. Oui, 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 il y a souvent des doubles sens, hein. Il y a des jeux de mots, on pourrait dire, et il y en a comme ça effectivement pas mal de pages. Je trouve ça intéressant, c'est cette connivence, je dirais, entre les mots. Tu joues avec les mots comme on joue quelque part avec ces mots aussi pour essayer précisément d'en faire quelque chose, de mettre, comme on dit, ces mots en mots. C'est quelque chose de très frappant dans ton écriture, hein. Je pense avoir reçu un don. On a tous un don. Et moi, je pense avoir le don de l'écriture. Hmm. Je m'en suis rendu compte jeune. Et puis, quelqu'un que je n'aimerais pas a aussi décelé ça chez moi et m'a incité à travailler. Parce que bon, d'avoir un don, c'est déjà... Mais si on ne le travaille pas, ce don, ça donne rien du tout. Hmm. Et moi, j'en ai usé des stylos et des papiers. Vraiment, et je continue parce que ce sera comme ça jusqu'à la fin. Et le mot, c'est... Ouais, comme j'ai ce don, ben, je m'accroche beaucoup à ça. Donc, voilà, c'est ma thérapie. C'est ça, ça reste un besoin vital. Ouais, bien sûr. Et du coup, là, pour le moment, tu as un projet, tu as des envies, des désirs, des choses que tu as envie de Oui, réaliser. j'ai le projet de sortir un troisième recueil de poésie. J'ai présenté à une maison d'édition le tapuscrit, puisque c'est informatique. Mhm. Et là, il est à l'étude. Donc, j'attends la réponse du comité. Et s'il ne l'accepte pas, ben, je le présenterai à une autre maison d'édition. C'est ça. Et, et le, bon, la chanson qu'on va entendre à la fin, bon, j'y tiens beaucoup. Oui. C'est un texte que j'avais proposé à une association. Mhm. J'ai jamais eu de réponse. Et dans le but, évidemment, de l'utiliser dans une campagne de prévention évidemment, sur les viols, les abus sexuels. Et ce texte, on va dire, il donne une note d'espoir dans cette boue, dans cette vase. Et c'est pour ça que j'y tiens beaucoup à ce texte. Mhm. Alors, peut-être qu'un jour, il y aura une association qui l'utilisera pour sa campagne préventive. C'est ça. J'ai encore cet espoir. Ouais. Mais alors, évidemment, il y a une question qui me vient aussi à l'esprit, Jean-David, en t'écoutant, et en écoutant aussi ce qu'on a déjà dit jusque maintenant, c'est-à-dire que quelque part, tu nous dis l'écriture, c'est finalement, pour moi, m'importe le plus que prendre la parole. Mais finalement, qu'est-ce qui, du coup, t'a amené à prendre la parole dans le cadre de notre échange, justement, où là, pour le coup, comme je le disais tout à l'heure, tu t'exposes. Effectivement, effectivement, mais ça m'arrive de m'exposer un petit peu. Bon, bah, aussi en fait,
de faire aussi, bien sûr, de parler de moi, mais aussi de montrer que il y a une vie après la mort, quoi. Je veux dire, même quand on a été détruit, moi j'en suis la preuve vivante, on peut vivre, on peut survivre, on peut continuer, et on peut se battre pour les autres. Moi, c'est le message que j'aimerais donner. Chaque vie est précieuse. Mhm. Mais est-ce que ça reste quand même compliqué au quotidien? Est-ce que le fait d'avoir vécu ce que tu as vécu fait que le quotidien reste quand même à certains moments assez lourd, qu'il peut y avoir des réminiscences quand même d'anciens traumas? Donc, entre guillemets, tu gères ça comment ou tu vis ton quotidien de quelle façon? Plus ou moins Alors, détendu, un peu quand même en permanence je dirais sur la cime, sur la ouais, crête. non, moi je suis constamment sous tension. Euh, il y a quelque chose qui est pour moi. Donc, moi, je suis engagé en politique. Je suis dans un syndicat, je suis dans un parti politique. Je me bats contre toute forme d'injustice sociale. Et c'est ça aussi qui me permet de tenir. Donc, je pourrais lever le poing et lever mon drapeau. Ça pourra, je serai vivant et ça me donne un but, quoi. Mmh. Ça me donne une raison de me lever le matin. Moi, je me lève parce que moi, je suis concierge d'immeuble, mais ça, c'est uniquement pour pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Bien sûr. C'est pas ça pour moi c'est pas l'essence de ma vie, quoi. C'est pas le travail qui est important. Mmh. C'est tout ce qu'il y a en dehors, en fait. Ouais. Mais du coup, alors, si je puis me permettre, Jean-David, sur le plan aussi affectif, émotionnel, comment tu arrives à gérer ça, les relations avec les autres? Tu as réussi si tu le souhaites évidemment, mais tu as réussi à mener une vie conjugale, familiale? Alors ouais, alors pendant très très longtemps, c'était presque quasiment inexistant. Mais depuis, je me suis marié il y a quelques mois, donc depuis peu, j'ai réussi à trouver, on va dire, une stabilité affective, enfin. Hmm. Mais effectivement, ça m'a mis des années, parce que pendant très longtemps, j'étais incapable de nouer un lien affectif, un lien amoureux. J'étais bien sûr beaucoup dans l'autodestruction également. Bref, drogue, alcool, tentative de suicide, etc. Donc, et puis, j'étais beaucoup dans le sabotage, hein. J'ai mis beaucoup d'énergie à me saboter. Mais maintenant, je suis dans un autre. Je suis enfin sur des rails plus stables. Hmm. J'ai envie de dire, tu as été dans la création littéraire, maintenant tu es dans la création sur le plan relationnel. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez génial de voir le parcours que tu as réussi à mener de là où tu viens. Il y a quand même aussi, enfin je l'espère que tu le réalises, mais il y a quand même une certaine fierté légitime que tu peux avoir par rapport à ton parcours quand même. Et j'ai trouvé une femme qui me supporte et bravo à elle, hein, parce que moi je suis chiant, je suis quelqu'un de chiant, je suis encore quelqu'un de perturbé, donc de perturbant. Mais voilà, j'arrive davantage à me contenir qu'avant. C'est ça. Et tu as pu aussi du coup lui raconter ton histoire pour qu'elle puisse comprendre qui Oui, tu es. oui, bien sûr, ouais, Et ce qui est capital, important. bien sûr, bien sûr. Mais c'est une des rares personnes, si ce n'est la seule, qui est capable de l'accepter et de faire avec, Hmm. malgré tout. Tu avais envie, Jean-David, d'évoquer encore un autre aspect de ton parcours? Alors, ouais, bon, j'en parlerai pas plus que ça, mais j'ai également été violé par une femme que je ne nommerai pas aujourd'hui, mais ça, c'est un aspect, alors pour le coup, j'en ai pratiquement pas parlé dans mes textes. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus difficile pour moi
n'ont parlé que le fait d'avoir été violée par des hommes, pour moi, c'est encore plus dur. Voilà, d'avoir été violée par une femme, pour moi, c'est encore plus dur d'en parler. Mais je l'évoque tout de même, vous voyez, tu vois. Mais ça, c'est peut-être la prochaine étape, justement. Ouais. Donc, j'ai pas encore tout réglé, on va dire. On a souvent toute la vie pour essayer de régler au fur et à mesure les épreuves traversées. C'est vrai que c'est forcément compliqué. Il faut dans un premier temps, je dirais, prendre conscience. Et puis petit à petit, effectivement, essayer de digérer la chose, la métaboliser, j'ai presque envie de dire. C'est un long chemin. J'imagine aussi qu'à un moment donné, tu dois accepter d'éventuellement retomber dans les travers que tu pensais parfois un petit peu dépassés et voir que tout n'est pas effectivement résolu. Il y a parfois un peu cette impatience de se dire, bon, maintenant, j'aimerais vraiment tourner la page et enfin démarrer ma vie euh, de manière assainie. Effectivement. Ouais. Ouais. Il y a du pain sur la planche. Bon, en tout cas, Jean-David, je te remercie d'avoir pris la parole aussi librement et pour une fois d'avoir fait un échange vidéo et non pas au travers d'une lecture ou d'une écriture. Et donc, voilà, conformément à ton souhait, on a commencé par une mise en chanson de tes mots. On va terminer alors une autre mise en chanson de tes mots qui cette fois-ci en fait tourne autour des abus sexuels que tu as vécu jeune enfant. Donc je te remercie Jean-David et on va en terminer par là alors. Merci à toi. Merci, Merci. à bientôt. À bientôt. Envie d'autre chose qu'au cou. Ces traces de coups de colère, par indifférence du coup. Ceux qui se taisent et tolèrent ont congé l'innocence. Et si le mépris est tu ne donnes pas de chance, alors l'enfance tu la tues. Si l'on dit que les coups pleuvent, est-ce parce que l'éclaircie vient toujours après l'épreuve que je suis en vie. Sur le lit crimes et délits, sur mon corps sans mon accord, mon cœur, mon âme, tu délies. Sais-tu que les porcs s'endorment? Envie d'avoir une enfance sans toutes ces horreurs infâmes. Est-ce que l'amour a un sens? Je veux croire aux hommes, aux femmes. Si l'on dit que les coups pleuvent, est-ce parce que l'éclaircie vient toujours après l'épreuve que je suis en vie, l'épreuve que je suis en vie.